Tu décomptes, 小付? Tu décomptes? C'est bon, tu peux commencer. LCF. La Chine en français. Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne les relations entre la Chine et l'Afrique. Avec une question qui ne manque pas de piquant. L'Afrique sera-t-elle la nouvelle Chine? Pour en parler, je suis avec Sébastien Périmoni, membre du comité de conseiller de l'Union internationale pour la promotion du projet Une route, une ceinture, une route. Sébastien Périmoni, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter brièvement l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route? Alors oui, c'est une association qui est en création actuellement, qui a pour but de faire connaître le projet Une ceinture, une route en France et plus largement en Europe, et qui travaille également avec un autre institut, l'Institut Schiller, justement, qui a été un des instituts promoteurs de la route de la soie, avec sa présidente Madame Larouche, qui est considérée comme la dame de la route de la soie en Chine, qui était d'ailleurs au grand sommet de lancement d'une ceinture, une route à Pékin en 2017. Et donc, l'Union internationale pour la promotion d'une ceinture, une route a pour but de faire connaître dans les milieux des entreprises, dans les milieux des citoyens, ce projet Une ceinture, une route, qui a un vrai changement de paradigme au niveau international, un paradigme qui bouscule le vieux paradigme occidental, qui, pour pas dire ne le remplace pas, au contraire, l'idée c'est de faire travailler l'Europe dans cette nouvelle dynamique Une ceinture, une route, et donc de faire connaître dans les milieux des entreprises et chez les citoyens, et de lutter aussi contre une certaine forme de propagande qui s'installe régulièrement dans nos médias, contre l'hégémonie soi-disant chinoise qui coloniserait l'Afrique, serait le nouveau colonisateur. Donc en effet, c'est un sujet qui est méconnu en France, où, disons, le précaré français est déstabilisé, et donc l'idée c'est d'harmoniser, puisque je sais qu'en Chine, le président Xi Jinping, au 19e congrès du Parti communiste, a parlé d'un développement mutuel au niveau international harmonieux. Donc l'idée, c'est d'harmoniser les politiques européennes et les politiques chinoises dans le cadre de l'Afrique, qui est quand même aujourd'hui un des continents de l'avenir. On sait que l'Afrique se dote d'infrastructures modernes en partenariat avec la Chine. Quelles sont ces infrastructures? Alors je dirais que c'est magnifique. Quelque part, ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est comme après un orage, vous voyez, quand les éclaircies apparaissent dans le ciel. Et l'Afrique, qui a connu plusieurs centaines d'années être vraiment au cœur des ténèbres, vraiment une histoire assez sombre, après avoir connu une grande histoire. L'Afrique a une civilisation, a une grande histoire, comme Cheikh Anta Diop l'a montré. Et la période colonialiste a un petit peu détruit tout cet héritage. Et aujourd'hui, grâce en particulier au projet Une ceinture, une route, on voit partout poindre des projets de développement infrastructurel auxquels l'Afrique n'avait pas accès avant. Et je pourrais en citer des dizaines. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 3000 projets. Ce matin, Bloomberg a publié un article. On parle de 3000 projets d'infrastructures financés par la Chine en Afrique. Pour vous en citer quelques-uns, les plus connus, évidemment, sont le train de 700 km qui a été fait entre Djibouti et Addis Abeba en Éthiopie. Mais ça, on le connaît. Voilà, il y a le train au Kenya aussi, entre Nairobi et Mombasa. Il y a le train au Nigeria, entre la capitale et Kaduna dans le nord. Il y a au Sénégal une nouvelle ville toute nouvelle et un parc industriel Namdiano qui est en train d'être créé. Et on parle d'un chemin de fer entre Dakar et Bamako. Il y a évidemment le port en eau profonde au Cameroun. Il y a le chemin de fer entre Lagos et Calabar également au Nigeria de 1400 km. Il y a des grands barrages en Éthiopie. Voilà, enfin, il y a des projets qui sont en train de se faire partout, des infrastructures de base, des infrastructures économiques de base, ce dont l'Afrique a besoin avec l'objectif fixé dans le cadre de l'agenda 2063 de relier toutes les capitales africaines par des trains à grande vitesse. Et ça, la Chine joue un rôle aujourd'hui premier dans ce projet qui est tout simplement fixé dans le cadre de l'agenda 2063 de relier essentiellement les travaux, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Au Kenya, en Éthiopie, au Nigeria, tous ces projets ont été financés par la Chine. Donc dans des partenariats de co-développement, c'est les échanges de matières premières contre les infrastructures la plupart du temps. Donc c'est pas sous forme d'emprunt. Il y a des prêts que la Chine, il y a des prêts que la Chine fait aujourd'hui à l'Afrique, et qui se rembourse par son propre développement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a constamment subi une politique dite d'aide au développement.
C'est-à-dire qu'en fait, on l'aidait à survivre. C'est même dangereux, non? Et c'est très dangereux. D'ailleurs, beaucoup de présidents africains ont remis en cause le président du Ghana, étant le plus célèbre aujourd'hui, qui avait donné une leçon à Macron quand il était allé le rencontrer dernièrement, où il avait dit « l'aide au développement n'a pas marché, ne marche pas et ne marchera pas ». Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on développe, nous, notre potentiel infrastructurel économique de base pour passer à des sociétés de l'innovation. Pourquoi l'aide au développement, c'est une formule qui ne marche pas? Tout simplement parce que c'est un héritage culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vieux paradigme occidental a été, si vous voulez, de maintenir l'Afrique dans une politique de sous-développement, une sorte de précaré, une réserve de matières premières. Donc on prend l'uranium au Niger, je cite souvent ce chiffre parce que c'est très choquant. 2 ampoules sur 3 en France fonctionnent grâce à l'uranium du Niger, alors qu'au Niger, même pas 12% des gens ont accès à l'électricité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu une politique gagnant-gagnant dans l'histoire des relations entre l'Occident et l'Afrique. Aujourd'hui, on a un train de retard. Donc, et on a compensé, si vous voulez, avec cette politique d'aide au développement qui avait été mise en place d'abord par l'UNESCO dans les années 70, qui était l'idée de consacrer 0,7% de son produit intérieur brut à l'aide au développement. Mais évidemment, cette aide, dans des régimes, ce que j'appelle le continent aristocratique, c'est-à-dire un continent qui est dirigé par des despotes la plupart du temps et qui ont détourné malheureusement cet argent à leur profit et au profit de leur famille. Mais est-ce que la formule que propose la Chine, c'est-à-dire financement contre matières premières, ça marche? Aujourd'hui, ça marche. Si on prend, vous voyez, ce matin, Bloomberg a publié un article qui s'appelle « L'Éthiopie sera la nouvelle Chine africaine ». Et dedans, il montre la réussite économique de l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est 10% de croissance, c'est 8% de croissance. L'Éthiopie. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, non, ça a beaucoup changé. Par exemple, vous savez qu'il y a eu 30 nouvelles universités qui ont été créées ces 10 dernières années. Le nombre d'étudiants en école supérieure est passé de 3 000 à 37 000. Aujourd'hui, l'Éthiopie est le premier pays à avoir un métro dans son pays. Ils ont des parcs industriels qui se sont développés. Ils ont accès à l'électricité pour l'ensemble de la population grâce au grand barrage de la Renaissance qui va être fonctionnel. Donc c'est un pays qui est en plein boom économique. Mais après, il faut du temps, bien sûr, pour que tout ça en profite largement à la population. Mais déjà, ce qu'on peut voir en termes de résultats, c'est une augmentation massive du niveau de vie et surtout une disparition massive de l'écart entre les très riches et les très pauvres. Et ça, la voie du développement. La Chine a connu ça ces 15 dernières années. Elle a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Ça a pris une quinzaine d'années. Et c'est ce qu'est en train de vivre. C'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, vous avez en Afrique 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et dans les 10 prochaines années, grâce à tout le programme nucléaire qui est en train d'être mis en place dans une dizaine de pays, on va peut-être réduire ça de moitié. Et quels sont les pays africains les plus concernés par les nouvelles routes de la soie? Les pays les plus concernés, c'est l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, qui sont les 3 pays, disons, là où il y a le plus d'investissement de la Chine. L'Angola, ensuite, la Namibie, où la Chine est très présente. La Chine vient également de signer, on l'a appris hier, un accord de partenariat dans l'énergie nucléaire avec l'Ouganda, qui rejoint aussi cette dynamique-là, et qui va permettre également de fournir l'électricité à la population. Comment vous expliquez cette présence de plus en plus forte de la Chine? C'est le sens de l'histoire. C'est, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux conceptions qui s'affrontent dans le monde. Il y a une conception ancienne, ce qu'on appelle la conception géopolitique, une conception de rapport de force, d'intérêt immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, déjà avec le lancement des BRICS, l'alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a relié tous les continents dans ce forum pour discuter d'un développement en commun. Donc, et l'Afrique en profite énormément. C'est une forme d'alliance sud-sud, non? C'est win-win. C'est win-win. Win-win. Mais vous savez, la Chine propose... la Chine participe au projet nucléaire en Grande-Bretagne, à Hinkley Point, par exemple. La Chine veut travailler avec la France dans le domaine du spatial, dans le domaine du nucléaire du futur, avec les États-Unis. Donc, c'est pas exclusivement sud-sud. C'est une vision... je dirais que c'est une vision qui avait déjà été un petit peu émergente à une époque, c'est-à-dire de voir le monde comme une globalité, où on n'est plus dans l'aide ou la soumission, mais on est dans le partage des technologies. Et ce qui profite à mon voisin va me profiter à moi. Et c'est cette conception-là que la Chine est en train de mettre en place au niveau international. Bon, on marque une pause avec une chanson chinoise qui s'intitule « Libre comme le vent ».
走开了，可会伤心的。如果阿哥伤心了，心里的话儿向谁说？月亮，月亮，别躲开，躲开了，咱会孤单的。如果阿咱孤单了，动人的情歌哪儿找？飞吧，张开你的翅膀，从那日出到日落。飞吧，张开爱的翅膀，你就像山峰一样自由。花儿，花儿，别凋谢，凋谢了妹妹会伤心的。如果妹妹伤心了，漂亮的衣裳谁来穿？火塘，火塘，别熄灭，熄灭了妈会伤心的。如果阿妈伤心了，有谁来温暖我们的家？飞吧，张开你的翅膀，从那日出到日落。飞吧，张开爱的翅膀，你就像山峰一样自由。啦啦啦啦呀，啦啦飞吧，张开你的翅膀，从那日出到日落。飞吧，张开爱的翅膀，你就像山峰一样自由。飞吧，张开你的翅膀，从那日出到日落。飞吧，张开爱的翅膀，就像山峰一样自由。啦啦啦呀，飞吧，张开你的翅膀，从那日出到日落。飞吧，张开爱的翅膀，你就像山峰一样自由。Retour sur Radio LCF La Chine en français. Nous sommes toujours avec Sébastien Périmoni, membre du comité de conseillers de l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route. J'ai entendu parler du projet Transaqua de remise en eau du lac Tchad. Alors, Tchad, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est alors? Alors, c'est pour moi un des plus beaux projets qui va avoir lieu actuellement en Afrique. J'ai eu la chance d'être au Nigeria il y a 2 mois maintenant où a eu lieu le lancement de ce projet. Donc c'est un projet qui a réuni tous les pays de la région. C'est-à-dire que le lac Tchad, depuis les années 60, a perdu 90% de sa superficie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà 2 millions de personnes déplacées. Les gens ont dû fuir la région à cause de la disparition du lac. 7 millions de personnes qui sont en malnutrition ou sous-alimentées à cause de la recul du lac. Et c'est cette région où s'est développé le terrorisme. Donc c'est une région qui est devenue un des points noirs de la planète. Et rien n'a été fait. Plusieurs tentatives de projets avaient été faites à une époque, mais jamais n'ont été lancées. Et là, grâce à l'initiative du président Buhari du Nigeria,
ils ont décidé de lancer un projet qui avait été à la base proposé par une société italienne, Bonifica, une société d'ingénierie italienne, qui avait travaillé justement en collaboration avec l'Institut Schiller et qui avait déjà été proposé dans les années 90, avant qu'il y ait cette crise très grave aujourd'hui de famine et de terrorisme. Et donc les pays africains, aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a la Chine qui est présente en Afrique, mais aussi la volonté des pays africains de se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes aujourd'hui. Donc, ils ont décidé de lancer ce projet de transfert d'eau interbassin qui consiste tout simplement à faire un canal, en fait, qui traverserait la Centrafrique, irait jusqu'au bassin du Congo, qui est une des régions où il y a le plus d'eau dans le monde, après l'Amazone en Amérique latine, et de prendre une portion de ces eaux, 5%, qui aujourd'hui ne sert à rien puisqu'elle est dans un cycle où elle retombe dans la mer, et d'irriguer toute la zone, de créer tout un canal de 2400 km pour re-irriguer le fleuve Chari et petit à petit revitaliser l'ensemble du lac Tchad, redévelopper une zone agro-industrielle et permettre à 40 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la souffrance de réaccéder à un niveau de vie au moins décent et normal. Donc, non seulement ça permettra à cette région, mais ça fera un corridor, ce qu'on appelle un corridor de développement, One Belt, comme disait dans la traduction anglaise. Donc, une ceinture de développement qui traverserait la Centrafrique, qui est un pays aujourd'hui qui est vraiment dans une situation chaotique, et également dans le bassin à l'est du Congo, vous savez, où a toujours lieu un génocide dans le cadre du pillage des matières premières, et en particulier le coltan, d'amener du développement dans toute cette région sur 2400 km autour de ce corridor de développement. Donc c'est un des plus beaux projets qui a été lancé en Afrique. Donc les accords ont été signés entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique, justement en février dernier, lors de cette grande conférence de lancement. Et malheureusement, encore une fois, l'Europe n'ayant pas voulu soutenir ce projet, mis à part évidemment la société italienne et l'ambassadeur italien qui était présent et qui a mis l'argent sur la table de l'Italie, ce projet sera réalisé donc par Power China, qui a une grande expérience, puisque c'est eux qui travaillent sur le projet de transfert d'eau sud-nord en Chine, qui a un petit peu le même type d'infrastructure, qui avait également réalisé le barrage des Trois Gorges, donc il y a une certaine expérience dans ce type de projet. Alors évidemment, c'est drôle de voir la réaction en Europe, puisque c'est vrai qu'en Europe, on a cette politique des petits pas en Afrique, c'est-à-dire finalement, on ne fait jamais rien, il n'y a jamais ces projets qui ont été réalisés, et des articles du Monde, des émissions sur France Culture, etc., qui parlaient de projets pharaoniques, que l'Afrique ne pouvait pas s'engager dans de tels projets. Le Monde a même dit en France qu'il était honteux que les Africains reviennent à cette politique des indépendantistes des années 60 qui consistait à vouloir lancer des grands projets en Afrique. Donc on voit bien l'hostilité en France de par cette politique de développement. Au lieu de dire, OK, gagnant-gagnant, l'Afrique veut se développer, on travaille avec la Chine, on travaille avec la Russie, on travaille même avec les États-Unis, les gens présents sur place, et on développe ce continent. Donc c'est une grande victoire, parce que c'est vrai qu'avec l'Institut Schiller, on avait travaillé sur ce projet depuis 15 ans. Moi, j'avais écrit mon premier article sur le Transaqua en 2005, donc vous imaginez. Donc le voir et être présent lors de sa signature, c'était un grand moment. Et donc, on peut espérer que dans les 10 à 15 ans qui viennent, ce projet sera entièrement réalisé. Il y a 15 ans... vous n'aviez pas du tout misé sur la participation chinoise. À l'époque, non, pas du tout. On se battait et on se bat toujours, d'ailleurs, pour que la France, l'Europe participent à ce type de projet de développement. Donc, c'est l'Italie qui est en partie prenante. Voilà. Mais moi, je me bats pour que la France, évidemment, parce que c'est des pays francophones. Le Tchad, le Niger, la Centrafrique sont des pays francophones. D'ailleurs, leur monnaie est toujours une monnaie française, le franc CFA, qui est contrôlé par le Trésor public français. Donc voilà, donc on est bousculé, je dirais, dans nos précarés. Et donc, ça, c'est vraiment une des plus belles choses qui soit arrivée à l'Afrique cette année, dans le cadre de ce développement, justement, de ce nouveau paradigme. Quel rôle va jouer Power China dans ce projet ? Déjà, là, la première partie, c'est la mise à jour de l'étude de faisabilité, dessiner le tracé, finalement. Et après, la partie réalisation, donc la mise en œuvre du projet concrètement. Voilà. Donc, comme ils ont fait les trains, comme ils ont fait d'autres barrages, et là, ils vont réaliser l'ouvrage. Donc, un engagement très fort de... Vous savez, la Chine, en 2000, avait 5 pays avec dont le pays était premier partenaire commercial. Aujourd'hui, c'est plus de 100 pays dans le monde. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, participe au développement du monde, et c'est bénéfique. Donc, rien qu'en Afrique, c'est 160 milliards de dollars qui ont été injectés dans les grands projets d'infrastructures africains depuis l'an 2000, par la Chine. Donc c'est une révolution. C'est une révolution qu'on est en train de voir aujourd'hui. Évidemment.
Comment ce projet sera-t-il financé? Alors, Power China, le gouvernement du Nigeria, le gouvernement italien sont tous copartenaires, sont tripartites. Et reste à déterminer la part que sera apportée par les autres pays concernés, la Centrafrique, le Tchad, le Niger, évidemment, et le Congo, où là, il y a encore des discussions en cours. Et là, qui sont plus des discussions d'ordre politique, parce que c'est vrai que la situation au Congo est encore, la RDC est encore compliquée, avec des élections qui s'annoncent, tout ça fait que c'est un peu plus lent. Mais pour l'instant, tous les pays, tous les chefs d'État qui étaient là, parce que 5 chefs d'État étaient présents, se sont tous engagés à financer et à réaliser ce projet. Mais pour l'instant, la France est toujours absente du projet. Et la France est toujours absente. Vous savez, je peux vous citer une citation de M. Gourdeau-Montagne que j'ai amenée, parce qu'il a été ambassadeur en Chine de la France. Et lui disait, concernant le projet Une ceinture, une route, avant de partir de son ambassade en Chine, il s'agit d'une politique stratégique avec une vision d'avenir, alors que les Français ne se rendent pas pleinement compte de son importance et des opportunités qu'elle peut apporter. D'une grande flexibilité, cette théorie s'applique à différents partenaires géopolitiques. Je pense que la France doit comprendre cette vision, s'adapter et en saisir les opportunités. Ce n'est toujours pas fait aujourd'hui. Malgré le discours de M. Macron, puisqu'il allait faire un grand discours à Xi'an, qui est la ville historique des routes de la soie. Le point de départ, le point de départ, nouvelles routes de la soie. Pour l'instant, c'est resté lettre morte. Vous avez bon espoir? Moi, je pense que le développement de l'Afrique aujourd'hui est inarrêtable. Donc la France s'adaptera, en effet, ou disparaîtra d'Afrique. D'ailleurs, il y a même un article dans Le Monde la semaine dernière, « L'Afrique doit-elle se séparer de Vincent Bolloré ?» qui est révélateur de l'ambiance qu'il y a actuellement, parce qu'un des autres projets qui est très intéressant, c'est la boucle ferroviaire qui passe par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, où M. Bolloré avait une société qui avait, empêché ce projet de se réaliser depuis des années. Donc là, il s'est fait, à la demande du président du Niger, je vais le dire diplomatiquement, mettre à la porte. Et donc, le Niger travaille désormais pour signer l'accord avec la Chine pour développer cette boucle ferroviaire dans la région. Donc, encore une fois, la France n'a pas saisi les opportunités qui se présentaient à elle parce qu'elle veut rester dans cet ancien paradigme gagnant-perdant. Et ce projet-là, il va se terminer quand? Alors, l'étude qui a été présentée par Power China lors de cette conférence à Abuja a tablé sur 10 à 12 ans de réalisation du projet, physiquement. Donc, on parle là de 2030 pour, l'inauguration, si tout se passe bien, évidemment. Pour quel montant d'investissement? Ça, c'est encore à déterminer. La première partie, c'est 14 milliards, je crois, qui a été signée officiellement pour le départ du projet. Mais je pense que le projet sera quand même un petit peu plus cher. Mais juste pour vous donner un chiffre, parce que je pense que c'est important, le vieux paradigme dans lequel l'Afrique se trouve, ça a été rendu public il y a quelques semaines par la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, Mme Vera Songwe, qui ont fait une étude sur le fait que 148 milliards de dollars par an s'envolaient d'Afrique liés à la corruption. Donc si on cumule sur 10 ans, ça fait 15 000 milliards qui sont partis d'Afrique à cause de la corruption. Donc évidemment, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de capitaux pour se développer. Mais moi, je vais plus loin, c'est-à-dire que je dis, très bien, la Chine vient développer l'Afrique. Elle aide, elle fait des prêts. Mais l'Afrique doit se libérer de cette corruption parce qu'avec ces 15 000 milliards, elle va nourrir tout le monde, donner accès à l'électricité à tout le monde, donner accès à l'eau à tout le monde, à la santé et à l'éducation. Ce qu'a fait la Chine ces 20 dernières années, l'Afrique peut le faire si elle se bat sur cette question spécifique de la corruption en particulier. Vous voulez dire par là que l'Afrique devrait prendre exemple sur la Chine pour se lancer dans une campagne d'anticorruption clairement, bien sûr. Et ça a commencé au Nigeria, au Ghana, dans plein de pays. Aujourd'hui, beaucoup de présidents ont été élus sur la base de campagnes anticorruption. Parce que c'est ce qui gangrène l'Afrique. 148 milliards par an. C'est 25% du PIB total du continent africain. Un quart de l'argent qui s'enfuit. Et elle s'enfuit souvent en Europe ou dans les paradis fiscaux. Donc évidemment, ça, c'est une priorité pour l'Afrique. Et je pense qu'à partir de là, elle aura non seulement les moyens de se développer par elle-même, et à ce moment-là, la Chine, la France, les États-Unis sont des partenaires de co-développement et pas simplement des pays qui viennent l'aider à se développer. Et là, ce sera encore une nouvelle phase dans laquelle entrera l'Afrique. Comme la Chine, après avoir développé pendant 20 ans ses infrastructures, rentre aujourd'hui dans l'ère de l'innovation, comme l'a annoncé Xi Jinping. L'Afrique doit pouvoir aujourd'hui rentrer dans l'ère de la non-corruption pour se développer par elle-même, pour elle-même et avec elle-même. Et évidemment, avec l'expertise des Chinois. Et c'est très intéressant puisque je cite souvent le rapport McKinsey que je conseille vraiment tout le monde de lire, qui est un rapport qui s'appelle « La danse des lions avec des dragons » et qui est vraiment le premier rapport occidental
qui montre vraiment et qui met fin à toute la propagande qu'on a disséminée en France, puisque en fait, sur les 3000 projets d'infrastructures financés par la Chine en Afrique, aujourd'hui, 89% des salariés sont africains. 89% des salariés sont africains. J'allais vous poser Voilà, cette question. donc on estime à 3 millions sur tous les projets. Dans le projet, par exemple, du train entre Nairobi et Mombasa, qui est un des projets phares de la route de la soie, c'est 46 000 Kenyans qui ont été formés sur les 450 km de chemin de fer. Et à tous les niveaux, l'ingénierie, la gestion, conduire les trains, tout, ils ont été formés pour eux-mêmes continuer la ligne qui va continuer après jusqu'à la frontière ougandaise. Donc on voit même, il y a une politique de développement, pas simplement des infrastructures, il y a une politique aussi de développement des qualifications. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que les infrastructures en elles-mêmes, parce que ça crée aujourd'hui le contexte dans lequel les Africains vont pouvoir accéder par eux-mêmes à cette politique de développement. Ça veut dire que la présence chinoise en Afrique et les investissements chinois réalisés en Afrique contribuent à créer beaucoup d'emplois sur ce continent. Énormément. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Mais pourquoi, pendant très longtemps, on a soutenu que c'était l'inverse? Justement, c'était de la propagande, tout simplement. Donc c'est pour ça que je cite ce rapport. Certains Africains le disent. Hein. Bien sûr, certains Africains le disent, parce qu'il est vrai que dans certains pays, faut pas non plus être idéaliste. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs privés chinois. Certains cachent la forêt, peut-être. Voilà, il y a eu des entrepreneurs privés chinois qui sont venus, qui ont fait venir des gens pour travailler sur certains projets, qui n'embauchaient pas des gens. Mais Xi Jinping a mis fin petit à petit, est en train, puisqu'il y a encore des éléments, dans certains pays. Et puis il y a aussi certains pays où il n'y a pas de contrôle, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est aussi de ça qu'il faut sortir. Dans des pays mieux organisés comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, aujourd'hui, on met fin à ce type de politique. Certains disent que l'Afrique entre aujourd'hui dans l'ère du spatial. Est-ce que vous partagez ce point de vue? J'ai même beaucoup d'exemples, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez plusieurs pays qui sont déjà rentrés dans l'ère du spatial. À cette conférence à Abuja, j'ai rencontré les gens de l'agence spatiale du Nigeria, donc qui est une agence. Le Nigeria a déjà lancé, vous voyez, 5 satellites dans l'espace. Donc vous dites ça aujourd'hui en Europe, personne n'est au courant que des pays africains ont déjà une politique spatiale. Donc le Nigeria a lancé déjà 5 satellites. Et une chose très extraordinaire, c'est qu'il y a même un satellite européen de Biélorussie qui aujourd'hui travaille pour fournir des services de télécommunication Internet dans 36 pays africains et qui est géré depuis le centre de commande spatiale du Nigeria. Donc c'est des niveaux déjà de qualification extrêmement importants. Donc ça, c'est très peu connu en Europe. Donc ça, c'est un exemple. Et souvent, les gens pensent que, disons, quand on parle de spatial, que c'est de lancer des fusées, d'aller sur Mars ou je ne sais quoi. On a une vision un peu hollywoodienne. Mais en fait, si on regarde ce que fait l'Afrique avec ses satellites, en particulier le Nigeria, c'est détecter, par exemple, là où il y a de l'eau. C'est détecter la pollution dans les rivières, l'exploitation des mines illégales. Au Ghana, ils utilisent leurs satellites pour détecter ça. Le braconnage. Au Kenya, le Kenya a lancé... dernièrement, le 2 avril 2018 de cette année, a lancé son premier satellite depuis la Station spatiale internationale, qui est un nanosatellite. Donc, ça fait la taille d'une tasse de café, quoi. C'est très petit. Et donc, ça lui sert à surveiller les côtes et à lutter contre le braconnage, puisqu'il y a eu au Kenya, qui est beaucoup basé une économie sur le tourisme. Il y a plus de 7000 éléphants qui ont été malheureusement tués pour leur ivoire. Donc maintenant, grâce à la surveillance par imagerie, par satellite, ils sont capables de suivre les troupeaux et voir des mouvements anormaux pour lutter contre le braconnage avec des équipes au sol. Donc le spatial, ce n'est pas juste la conquête de l'espace, c'est faire des cadastres. Au Nigeria, où j'ai rencontré les ingénieurs, ils font un cadastre pour l'ensemble du pays. L'Afrique n'a pas de cadastre. Ça permet de mapper, si vous voulez, les terrains. C'est à des fins très pragmatiques. C'est très pragmatique. Ouais, ça permet de prévenir des catastrophes naturelles. Il y a eu des grandes inondations au Ghana il n'y a pas longtemps qui étaient prévisibles s'ils avaient des technologies. Donc c'est des choses qui apportent énormément en fait dans le développement de l'Afrique. Et vous avez même en Éthiopie la Société italienne des sciences de l'espace, qu'on a longtemps appelée la Société des fous. Donc ça, c'est très connu là-bas, puisqu'on disait, mais qu'est-ce que ces gens veulent faire un satellite ici, une station de surveillance. Aujourd'hui, elle existe, elle est fonctionnelle depuis 10 ans, et elle fournit même des données à l'ensemble du monde. Donc le Nigeria va mettre son premier astronaute dans l'espace d'ici à 2030. Donc aujourd'hui, on a plus de 6 pays qui ont déjà lancé des satellites, enfin 4 pays qui ont déjà lancé des satellites et qui leur servent pas simplement pour le prestige, mais qui leur servent au développement réel de leur population sur place.
Je voudrais savoir pourquoi vous vous intéressez tant au continent africain. Personnellement, parce que moi je suis un économiste physique, comme on dit, c'est-à-dire que je pense que l'économie, la base de l'économie, c'est le développement des infrastructures, c'est le développement de la science, de la technologie, de la recherche, que malheureusement dans mon pays, disons en Occident, si je prends plus généralement, depuis les années 70, on est passé dans une logique d'économie purement financière, qui nous a mené à des cracks comme en 2007. On est aujourd'hui devant un nouveau crack, et qu'aujourd'hui il est nécessaire de revenir à cette politique de développement industriel. Et aujourd'hui, on a la chance que ce nouveau paradigme qui est juste à côté de nous, qui réinvestit justement dans les technologies du futur, dans les technologies à long terme. On voit, moi j'étais ébloui devant le premier lancement du satellite quantique chinois. Je veux dire, c'est magnifique de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que alors que la France était pionnière dans ce secteur technologique de l'espace. Donc c'est comme ça qu'on va relancer l'économie au niveau mondial. Et puis après, il y a l'aspect évidemment humaniste. Moi, je suis humaniste. Donc l'Afrique est un des pays qui a le plus souffert, enfin, il n'y a pas une compétition, mais qui a beaucoup souffert et qui continue. Et aujourd'hui, je vois justement que on sort de cette politique d'aide au développement et qu'aujourd'hui, l'Afrique rêvait des pères fondateurs et de Cheikh Anta Diop, qui était le grand historien africain. Lui disait l'Afrique, en 1952, doit rentrer dès maintenant dans l'ère atomique et dans l'ère spatiale. Déjà en 1952. Et tout ça a échoué. Donc, si vous voulez... Aujourd'hui, ce rêve des grands penseurs africains est en train de se réaliser. Et ça, pour moi, c'est tout simplement passionnant. Parce qu'il faut voir le film qui a été fait sur le projet au Kenya. On voit toute une population derrière ce projet, des gens prêts à travailler 10 heures par jour. Ils ont fait le projet en même pas 2 ans et demi. Parce que les gens voulaient leur train. C'est un peu ce qu'on a connu en France avec les 30 Glorieuses. Hein. On a connu ce modèle de développement à une époque. Mais c'est vrai que depuis les années 70, on a changé de modèle et ce n'est pas une réussite. On marque une autre pause musicale avec cette fois-ci une chanson française, Mademoiselle. À quoi bon vos couleurs pastel, Mademoiselle, Mademoiselle, le soleil en fait de la dentelle, Mademoiselle, Mademoiselle, les mots qu'on disait autrefois, quelquefois, et ce qu'on disait tout bas, pour la première fois. Le son des mots était le même, un poème, un poème. Le chant des vagues, celui qu'on aime, et les sirènes, les mots qu'on gardait pour nous deux, intriguaient les curieux. Des images encore plein les yeux nous rendaient audacieux. On voit sur les photographies une étincelle, même si le temps nous a vieillis. Mademoiselle, Mademoiselle, j'ai des mots doux un peu partout qui traînent au fond de mes poches, de belles histoires, des rendez-vous qui vous sont proches, comme dans un vieux film Super 8, aux couleurs de 68. On voudrait tous connaître une suite et trouver la limite. Un jour on sera jamais sérieux, tous les deux, tous les deux. On voudra toujours
un peu mieux, tous les deux, tous les deux. Vous aviez l'air un peu rebelle, mademoiselle, mademoiselle, mais vous étiez encore plus belle, mademoiselle, mademoiselle. C'était Mademoiselle. Nous poursuivons nos échanges avec Sébastien Périmoni, membre du comité de conseillers de l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route. On dit que l'Afrique entre dans l'ère du nucléaire. La Chine vient d'annoncer sa coopération dans le domaine du nucléaire avec l'Ouganda. Et déjà plus de 5 pays africains sont en pourparlers avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a même 10 pays, en fait, pour être précis, qui sont engagés dans des pourparlers avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il y a le Ghana, il y a le Niger, il y a l'Ouganda, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Il y a l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et la Zambie. Donc ça fait déjà 10 pays qui ont déjà eu accès à la validation. Donc le Ghana, pour prendre un exemple précis, le Ghana, donc ils ont négocié pendant 5 ans avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique et ont enfin eu la validation. Donc, pour lancer leur programme nucléaire, ils vont créer leur première centrale de 700 MW. Donc, d'ici 2025, on ne sait pas encore, parce que ça va dépendre de la mise en place du projet. Mais le Ghana a lancé son programme nucléaire. Le Nigeria également est en cours de validation par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et le Kenya également. Donc, qui construirait sa première centrale en 2023 ou 2027, selon également quelques dossiers qui sont encore à régler. Donc, et en particulier avec la Chine, qui s'engage par exemple en Ouganda, avec la China Global Nuclear, enfin je ne sais plus le CGN. Je sais plus CGN, le nom. c'est la société chinoise qui construit des centrales, voilà, c'est ça, qui construit des centrales. Oui. Et la chose intéressante dans le cas kényan, puisqu'on parle de la Chine, c'est la déclaration justement du secrétaire kényan récent qui dit « Il n'y a pas de marche en arrière sur cette route vers la croissance économique et la prospérité. L'électricité d'origine nucléaire fait partie du processus qui nous y amènera. » Et donc, ils sont en pourparlers, c'est intéressant en ce qui concerne la Chine, puisqu'ils ont passé un partenariat avec l'Agence kenyane du nucléaire pour construire une centrale qui est 100% chinoise, qu'on appelle Dragon, c'est Hualong. Hualong, c'est ça, le dragon chinois. Le dragon, voilà, ouais. C'est ça. Donc une centrale 100% chinoise qui serait construite au Kenya d'ici 2025. Donc ça, c'est un des exemples concrets. Il y a l'Égypte qui travaille, il faut le dire, plus avec la Russie sur ces questions du nucléaire. Donc le Ghana et tous les autres pays qui sont en cours. Donc on est devant quelque chose de très important qui va se passer en Afrique. C'est-à-dire que ces 700 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité commencent aujourd'hui via 10 pays, c'est simplement 10 pays, mais qui vont être les pionniers pour les 50 ans à venir pour mettre fin à ce paradoxe du manque d'électricité en Afrique. Donc ça, c'est une deuxième révolution avec la révolution du spatial qui va permettre, comme je l'ai dit, de gérer beaucoup de choses sur Terre. Là, le nucléaire également va être une nouvelle révolution dans les 10 à 25 ans qui viennent en Afrique. Donc c'est très choquant, je dis ça, ça peut paraître naturel, mais vous dites ça aujourd'hui en France, que l'Afrique va développer des centrales nucléaires, vous avez les gens qui sautent au plafond. Parce que peut-être pas les spécialistes. Non, pas les spécialistes, évidemment. Le grand public. Voilà, mais le grand public, oui, c'est très choquant, puisqu'on a Fukushima en tête, on a Tchernobyl, il y a toute une idéologie environnementaliste, comme on dit, qui a beaucoup d'ailleurs servi à la politique de non-développement de l'Afrique. C'était cette idéologie environnementaliste. Disons que si l'Afrique se développait, elle aurait accès à ses matières premières et que voilà, on les aurait plus pour nous. Donc il y a eu quand même aussi tout un vernis qui a été mis autour de cette politique de non-développement environnementaliste. Que la Chine développe l'énergie nucléaire, je comprends très bien, parce que c'est un pays continent avec dans le nord un climat froid, dans le sud un climat très chaud, et puis les besoins en énergie du pays sont tels que je comprends que la Chine développe en parallèle du charbon, en parallèle d'autres énergies, l'énergie nucléaire.
Mais pourquoi aujourd'hui on développe l'énergie nucléaire en Afrique, alors que c'est un continent où il y a beaucoup de soleil? Pourquoi ne pas miser sur l'énergie solaire, hein? Parce que C'est beaucoup moins, on va dire, c'est beaucoup moins dangereux. Ah non, c'est pas forcément beaucoup moins dangereux. Aujourd'hui, à part quelques accidents qu'il y a eu dans le nucléaire, mais il y a des accidents dans tous les domaines scientifiques, l'énergie nucléaire est une énergie sûre, une énergie propre. Et surtout, il y a ce qui rentre en jeu, ce qu'on appelle la conception de la densité énergétique. C'est-à-dire que vous ne faites pas fonctionner un avion avec du bois, par exemple. Voyez, parce que la densité du bois, quand on le brûle, ne crée pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire décoller un avion. Donc il faut une source d'énergie qui soit plus dense. Voyez. Et aujourd'hui, le solaire est une énergie qui est extrêmement faible d'un point de vue de sa densité. Il y avait ce projet fou de Desertec, on voulait couvrir tout le Sahara de panneaux solaires pour fournir même pas la moitié de l'électricité en Europe. Donc vous voyez, il faudrait couvrir la moitié de l'Afrique pour les besoins, parce qu'on estime à 2 milliards d'individus. Donc la puissance, elle est insuffisante. Voilà, donc il n'y a pas une densité énergétique, comme on dit, c'est le terme scientifique, qui permet d'ailleurs, on va reculer de plus en plus sur le solaire à l'avenir, et même sur l'éolien, parce qu'aujourd'hui, c'est des énergies qui sont financées, qui sont subventionnées la plupart du temps, alors qu'avec une centrale nucléaire qui prend aussi moins de place, parce qu'il y a aussi une terme de densité géographique, c'est-à-dire qu'une centrale va produire beaucoup plus sur un espace beaucoup plus restreint, alors que des éoliennes, pour produire la même chose, il faut remplir la Belgique d'éoliennes, vous voyez, avec des densités qui sont extrêmement faibles, et surtout des énergies alternatives. Donc cette conception de la densité énergétique est ce qui a fait évoluer l'humanité. On est passé du bois au charbon, au pétrole, au nucléaire, et toujours avec moins de matière. Il y a aussi une conception écologique. Avec moins de matière, on pouvait produire plus d'énergie et plus de puissance. Donc c'est cette conception qu'il faut continuer. La Chine et la France, d'ailleurs, travaillent avec d'autres pays sur la fusion thermonucléaire contrôlée, qui sera encore plus puissante. Et là, il n'y aura plus de risque, il y aura plus du tout de déchets, enfin, ou presque pas. Et il n'y aura pas non plus de danger lié au nucléaire de 3e génération, qui est cette fameuse explosion du noyau nucléaire. Donc aujourd'hui, il existe déjà des centrales de 4e génération qui règlent les problèmes de dangerosité des centrales, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus exploser. Donc, mais ça, c'est encore à l'état de prototype pour l'instant. Donc l'avenir, aujourd'hui, vous savez, même la Russie vient de lancer officiellement sa première centrale nucléaire flottante. Donc ça, c'est très intéressant pour l'Afrique, par exemple. Donc ça se met sur les côtes et ça fournit une ville de 200 000 habitants. C'est une petite centrale nucléaire. Comme on a des sous-marins nucléaires, vous voyez, c'est pas très compliqué, en fait. Mais il faut sortir un petit peu de la peur qui a été engendrée ces dernières années par cette technologie et donc revenir à ces conceptions d'économie physique où c'est la densité énergétique qui caractérise un progrès et pas, si vous voulez, une idéologie à la mode comme l'écologisme actuel. Aujourd'hui, la France et la Chine multiplient les projets de coopération. Quelle perspective pour une coopération franco-chinoise en Afrique, à votre avis? Alors ça commence, disons, puisque comme je disais, la dynamique des nouvelles routes de la soie en Afrique aujourd'hui est inarrêtable. C'est-à-dire, tous ces projets sont en train de se mettre en place, tout le monde les voit, et donc il y a les pays dits francophones de l'Afrique qui, eux, maintenant, veulent aussi participer à cette dynamique, d'où je disais le président du Niger qui a demandé à M. Bolloré de quitter le projet Africa Rail pour travailler avec la Chine. Donc, évidemment, ça bouleverse un peu les habitudes. Et donc, on voit, par exemple, dans le domaine du spatial ou dans le domaine du nucléaire, EDF, qui est déjà en coopération avec la Chine ou avec Rosatom sur certains projets pour certaines parties des projets. Donc, on voit que c'est plus une réaction qui fait que la France va participer à ces projets-là qu'une volonté politique pour l'instant affichée et clairement définie. Mais petit à petit, on commence à rentrer dans cette idée-là. La Chine vient même de faire un barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui est paradoxal puisque c'est un pays où la France est là depuis toujours et n'a jamais réalisé ce barrage. Mais disons, la France recule ou disons ouvre un peu quelques portes à la coopération franco-chinoise. Il y a même un fonds qui a été créé à la Caisse des dépôts et consignations, un fonds d'investissement en pays tiers, comme on dit, qui est sino-français ou franco-chinois, pour le développement en pays tiers, en particulier l'Afrique. La Chine proposait de mettre 100 milliards dans ce fonds, mais pour l'instant, la France a mis très peu et donc on attend que ça se soit financé. Mais bon, disons, les structures commencent à être mises en place, mais elles ne sont pas encore fonctionnelles. Le retrait français par rapport à l'avancée de la Chine sur le continent africain, est-ce que cela s'explique essentiellement par un problème financier?
Non, c'est plus un problème idéologique, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France a voulu maintenir en Afrique une forme d'hégémonie politique en contrôlant la monnaie. Il faut savoir qu'il y a quand même 14 pays africains qui sont sous tutelle du franc CFA, qui est une monnaie qui est contrôlée par le Trésor public français. C'est-à-dire que ces 14 pays africains, c'est quand même 200 millions de personnes n'ont ni accès à leur crédit, ni accès à leur déficit, ni accès à leur politique monétaire, ni budgétaire. Donc voilà, c'est quand même un paradoxe dans le monde. Si vous voulez, quand vous expliquez ça à notre pays, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas exister. Donc il y a un débat aujourd'hui sur le franc CFA qu'on a essayé d'ouvrir, mais qui s'est très vite refermé, puisque évidemment, il y a une volonté très forte de ne pas aller dans cette direction-là. Donc il y a encore énormément et malheureusement beaucoup de réticences d'un changement, disons, de la politique française et de ce qu'on appelle la France-Afrique à justement saisir les opportunités qui sont présentes aujourd'hui avec l'arrivée des projets chinois et aussi avec l'arrivée, et j'insiste sur ce point, l'arrivée de nouveaux dirigeants africains qui veulent changer la donne et qui poussent la France à changer la donne. Ils veulent continuer à travailler avec la France, mais sur des nouvelles bases. Et ça, pour l'instant, la réponse se fait attendre. Est-ce que vous allez souvent en Chine ? Moi, je ne suis jamais allé en Chine. Ah. Donc, voilà, j'attends... Et pourtant, vous vous intéressez au projet d'une nouvelle route de la soie. Voilà, c'est un projet qui me passionne, bien sûr. J'espère pouvoir aller Qu'attendez-vous pour y aller alors ? J'espère que je pourrai aller au sommet de la FOCAC, la coopération sino-africaine qui aura lieu à Pékin en septembre, justement, où on sera discuté en particulier ce rapport qui a été publié par l'Institut Schiller sur l'extension des routes de la soie en Afrique. Donc voilà, mais on peut s'intéresser aux choses. Vous savez, il y a plein de gens qui s'intéressent à l'espace et qui n'y sont jamais allés. C'est pareil, c'est une passion. C'est pareil. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Périmoni. Je rappelle que vous êtes membre du comité de conseillers de l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route. L'information continue avec l'émission Le Monde bouge, la Chine avance. Merci.